Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 25 février 2024. Mouvanciers et opposants parlementaires se sont séparés dos à dos mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Le second round est prévu pour demain, lundi. Les débats sur la prise en compte ou non de la proposition de révision de la Constitution se poursuivent à la session extraordinaire en cours. 60 députés soutenant les actions du chef de l'État demandent la révision de la loi fondamentale en procédure d'urgence. Que va-t-il alors se passer demain au Parlement? Décryptage à suivre avec mon invité média, Gabin Goubi, est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Comment un acteur politique peut-il s'identifier par rapport à un repère pour mieux assurer son parcours? C'est la vision de l'Alliance des Forces Nouvelles. C'est un courant politique qui réunit des jeunes qui ont pour ambition de gouverner autrement le pays dans les années à venir avec la fibre socialiste pour un Bénin uni et prospère. C'est l'intitulé de leur projet de société qui entend former des citoyens nouveaux avec une nouvelle conception de la gouvernance politique. Alain Afedjou est le président de l'Alliance des Forces Nouvelles. Il sera avec nous. Deux artistes camerounaises sur le plateau du grand format de ce dimanche. L'une qui est venue soutenir l'autre pour le lancement de son deuxième album hier à Cotonou. Molo Molo, album de 10 titres 100% gospel, a été dévoilé au public béninois ce samedi. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire comme vous savez bien le faire tous les dimanches. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, des prisonniers formés à la fabrication de sacs et des chaussures. C'est dans le cadre du nouveau programme de réinsertion sociale du ministère de la Justice et de la législation. On va en parler dans un instant. On parlera également de la célébration des 5 ans d'existence de Epitech Bénin, une université qui c'est un anniversaire qui n'est pas perçu, qui n'est pas passé sous silence. Vendredi à Canal Olympia de Cotonou, l'université a exposé à ses partenaires son parcours, sa vision et ses différentes formations innovantes adaptées au marché de l'emploi. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de cette action du groupe Canal Plus International à travers sa direction régionale du Bénin. Le groupe a volé au secours des jeunes filles pensionnaires du foyer Oasis de Tokota Seta Porto Novo. Leur salle d'information et de divertissement a été entièrement équipée et rénovée. Le point de l'actualité pour commencer, on va commencer avec cette information. Direction prison civile de Parakou, des détenus qui apprennent à fabriquer les sacs et les chaussures. C'est une formation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme de réinsertion sociale du ministère de la Justice et de la législation, programme exécuté par l'agence pénitentiaire du Bénin dont le lancement officiel a eu lieu jeudi dernier à Parakou. Reportage. Ils sont au total 100 pensionnaires de la prison civile de Parakou, sélectionnés dans le cadre de ce programme de réinsertion sociale. Le lancement du programme s'est effectué dans l'enceinte de la prison civile de Parakou, en présence d'un parterre d'autorité. Cette formation apportera non seulement des changements positifs et significatifs dans la vie des détenus à former au sein de cette prison, mais aussi contribuera à l'amélioration de la situation économique et sociale des détenus une fois sortis de la prison. En introduisant donc cette formation au sein de notre établissement pénitentiaire, le gouvernement ouvre ainsi la voie aux travaux d'intérêt généraux. Le programme prend en compte les 3 principales prisons du Bénin, à savoir la prison civile de Parakou, celle d'Abomey-Calavi et la prison civile de Missérété. Les détenus sont formés à la fabrication de sacs et de chaussures pendant leur séjour carcéral. Chers pensionnaires, la présente formation organisée à votre intention est une opportunité qui vous est offerte pour gagner en compétences, en connaissances et en talent afin de passer votre séjour carcéral dans une bonne disposition d'esprit. Saisissez donc cette opportunité, prenez la formation au sérieux
Travaillez avec détermination et abnégation pour tirer le maximum de vos formateurs. Chers formateurs, je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même. L'objectif, ce n'est pas de mettre en cause les erreurs des détenus, ni de minimiser la souffrance des victimes, mais d'aider les détenus en les préparant à la réintégration, leur fournissant une assistance sociale et les aidant à trouver du travail. Parce qu'il y a une vie après la prison. Condamnés pour diverses peines, les détenus bénéficiaires saluent l'initiative. Nous prenons l'engagement ferme d'être des apprenants disciplinés, déterminés et engagés pour une bonne assimilation des enseignements reçus et de la mise en pratique de ces savoirs. La cérémonie a pris fin par une visite de 13 ateliers où se mènent diverses activités pilotées par des détenus, notamment la menuiserie, la soudure et la coiffure. De leur côté, les membres du Conseil économique et social ont démarré depuis jeudi dernier la première session ordinaire au titre de l'année 2024. Les travaux se penchent sur des sujets d'ordre économique et social, notamment la bioéconomie au Bénin, le développement du cinéma et l'économie sociale et solidaire. Voici le résumé de tout ce qui va se passer pendant un mois au CES avec le président de l'institution qui est ici au micro de Florence Bossa et Elvis Tonocoin. Nous allons concentrer nos réflexions sur l'étude de nombreux sujets d'autosaisine portant sur les préoccupations ci-après. La bioéconomie au Bénin, enjeux et perspectives. L'émergence de l'industrie cinématographique du Bénin, quelle réponse à la production et à l'exportation durable du cinéma. Économie sociale et solidaire, quelle opportunité pour l'entrepreneuriat durable et le développement social et économique du Bénin. Dans cette perspective, il s'agira d'élaborer les thèmes de référence, de préparer les visites de terrain, d'en identifier les sites et d'élaborer les outils de collecte de données. La présente session ordinaire sera également consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport d'activité du président au titre de l'année 2023 et du procès verbal de la première session extraordinaire de l'année en cours. Autre sujet à présent, le président du comité de facilitation de la carte de presse en République du Bénin était ce mercredi au bureau du secrétaire général de la préfecture de l'Atakora en mission itinérante. Il est allé sensibiliser les autorités départementales quant aux dispositions à prendre pour faciliter la tâche aux professionnels des médias détenteurs de la carte de presse dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de cet entretien, Ablaye Afo a pris l'engagement de veiller à ce que toutes ces dispositions soient respectées pour permettre aux journalistes d'exercer leurs fonctions en toute tranquillité. Voici les précisions avec Michel Aono, qui est le président de la facilitation. Il est au micro de Régis Hippolyte Agrosso. Nous avons entamé une mission itinérante depuis décembre dernier pour aller à la rencontre des autorités administratives au niveau des départements, notamment les préfets, afin de leur rappeler les dispositions d'ordre réglementaire qui encadrent la détention de la carte de presse dans notre pays et faire en sorte qu'avec leur appui, leur accompagnement et leur soutien, que ce que les tests ont prévu soit effectivement mis en œuvre au niveau de chaque département. Et ce que nous demandons, ce que nous disons, c'est déjà prévu par les tests. Et donc nous n'avons pas inventé, donc nous leur demandons juste d'avoir un regard, nous attirons l'attention sur la mise en œuvre effective des dispositions liées à la détention de la carte de presse au Bénin. Parce que la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin a déjà indiqué que la qualité de journaliste est matérialisée par la détention d'une carte de presse. Et la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qui est l'institution chargée de la régulation des médias, qui est chargée de délivrer les cartes de presse, a rendu une décision
Et dans cette décision, il est déjà mentionné que les autorités du Bénin et celles des pays hôtes sont priées de faciliter aux détenteurs de la carte de presse l'exercice de leur profession. Donc, tout ce qui a comme facilité à accorder aux journalistes pour qu'ils puissent accomplir diligemment sa mission, qui est une mission de service public, que cela soit fait. Et c'est le message que nous portons aux autorités, notamment les préfets, les secrétaires généraux des départements, afin qu'en collaboration avec les directions départementales de la police, pour ce qui concerne les tracasseries policières, la protection du journaliste, vous prenez le code de l'information, c'est indiqué que le journaliste qui est dans sa carte de presse a droit à la sécurité de sa personne et de son matériel. Et que quand la police départementale sera sensibilisée pour cette cause, quand l'ensemble des directions départementales des structures de l'État autour du préfet sont informées et sensibilisées à cet effet, nous puissions bénéficier de leur accompagnement, de leur soutien pour la mise en œuvre effective des dispositions qui arrangent et qui facilitent la tâche aux journalistes dans l'exercice de leur mission, qui est une mission d'intérêt public. C'est vrai qu'à notre niveau, nous n'avions pas toutes les informations. Nous ne sommes pas appropriés tous les tests réglementaires qui régissent le métier professionnel de médias. Mais aujourd'hui, avec l'information qui nous est parvenue, je crois que nous allons prendre en avant les dispositions pour d'abord nous les approprier nous-mêmes et également vulgariser donc ces tests réglementaires pour que toute autorité politique ou administrative, nous tous qui sommes de l'action publique, nous puissions donner ce qui revient aux professionnels des médias dans notre département. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, 5 ans déjà que Epitech Bénin est au service de l'éducation et de la formation. La célébration de son 5e anniversaire a été organisée vendredi dernier à Canal Olympia de Cotonou. À l'occasion, l'université a exposé à ses partenaires son parcours, sa vision et ses différentes formations innovantes adaptées au marché de l'emploi. Les précisions sont avec Ingrid Eder. Aujourd'hui, on n'a que des constats positifs sur l'adoption du projet Epitech par le Bénin et par la sous-région. Bilan très positif. 3 mots qui retracent et résument les 5 ans d'expérience d'Epitech Bénin sur le territoire national. Créé en 2019, ce campus qui allie l'éducation à la technologie ambitionne d'être une université de référence dans la technologie en Afrique de l'Ouest. Epitech Bénin forme des talents qui participent à la transformation numérique de l'Afrique. Ceci grâce à l'agence de développement de Semicity, au sein de laquelle ce campus s'est développé. Alors, on a démarré en 2019 avec une promotion de 21 étudiants. Aujourd'hui, on rend des promotions chaque année de 180 à 200 étudiants. Donc, sur les 5 dernières années, nous avons pu former 700 étudiants, dont 200 sont déjà sur le marché du travail. Si on a des stats, pour aller un peu plus loin, on a 18% de filles, même si on ambitionne d'aller à 30%. On a un taux d'insertion professionnelle aujourd'hui de 96% de nos étudiants, une fois arrivés sur le marché du travail. C'est parti, bonsoir. Dans cette université, la pédagogie par projet est active et unique. Des formations innovantes adaptées au marché de l'emploi. C'est une pédagogie très spéciale où il n'y a personne qui vous donne du savoir. Vous allez aller chercher le savoir par vous-même. Ce que nous allons nous faire, c'est créer le cadre et les challenges et tout le contexte qui va vous emmener à faire la gymnastique cérébrale cognitive pour aller chercher les solutions. Et c'est ce à quoi on vous forme pendant 3 à 5 années. Créer les solutions vous-même, allez les chercher. Et comme ça fera de vous des professionnels polyvalents qui n'auront pas besoin d'un bagage technique préalable avant d'aborder les challenges. Autant de prouesses qui ont été exposées à cette rencontre dédiée aux noces de bois d'Epitech Bénin. Une rencontre riche en informations et pointillée de témoignages dont le but est de révéler les visages de l'innovation et de la créativité qui font la réussite de ce campus. En tout cas, dans une perspective de développement en Afrique qui soit importante. Je n'aurais pas pensé ça il y a 5 ans. Non seulement il se porte bien, mais il est même plutôt au-delà de ce que je pensais, puisque on est 5 ans après déjà en position d'aller dans d'autres pays d'Afrique et donc d'apporter notre savoir-faire sur la formation des jeunes dans le domaine des technologies de l'information avec Epitech. Catalyseur incontournable de l'écosystème numérique en Afrique. Ainsi se résume la vision d'Epitech Bénin.
Pour y arriver, l'université ambitionne d'étendre ses activités en Afrique francophone avec l'installation d'un campus en Côte d'Ivoire et d'un bureau au Togo. Et pour boucler l'acte 1 du grand format, mesdames et messieurs, sachez que le groupe Canal Plus International, à travers sa direction régionale du Bénin, a volé au secours des filles pensionnaires du foyer Oasis de Tokota, c'est à Porto-Novo. Pour leur permettre de se divertir et de s'informer, le groupe Canal Plus a rénové et équipé une salle destinée à cet effet. Ils ont également bénéficié d'un important lot de vivres. Reportage. Cette salle au décor ludique a été rénovée et entièrement équipée de mobilier et de postes téléviseurs pour égayer les jeunes filles pensionnaires du foyer Oasis de Tokota dans la ville de Porto-Novo. C'est l'une des réalisations majeures du projet Orphée concocté et mis en œuvre par le groupe Canal+, qui a voulu céder une partie de ses bénéfices pour soutenir les enfants en situation difficile au triple plan éducatif, culturel et ludique. Ce projet Orphée, donc, que nous pilotons depuis déjà quelques années, donc, l'idée c'était justement d'apporter un peu de notre savoir-faire en mettant à disposition, à l'attention de ces enfants, du matériel, dans un premier temps, qui leur permettent de s'évader, donc de sortir un peu de leur quotidien, de profiter donc, de programmes éducatifs, puisque nous en avons dans notre offre, et également de divertissement, parce qu'il faut aussi un moment pour pouvoir, comme on dit, s'évader et sortir des difficultés que l'on rencontre au quotidien. Chez Canal+, on croit en la jeunesse, on croit en la formation, on croit en l'éducation. On pense que investir sur l'éducation et sur la jeunesse, c'est la clé pour un avenir meilleur. Et donc c'est pour ça qu'on est heureux de pouvoir faire ces gestes, de pouvoir contribuer à notre hauteur. Notre démarche et notre action ne s'arrêtent pas là, mais qu'elle soit pérenne dans le temps. On a à cœur d'être à vos côtés et à côté des filles que vous accompagnez. En plus de cette salle, ces enfants ont bénéficié d'un lot de vivres constitué de haricots, de riz, de maïs et bien encore. Face à cette générosité du groupe Canal+, pensionnaires et responsables du foyer Oasis ont dit leur reconnaissance. Votre soutien est essentiel à la réalisation de notre mission. Votre engagement financier, votre accompagnement et votre implication dans nos actions, ces projets pourront nous permettre d'améliorer nos services et d'offrir un meilleur cadre et soutien aux filles que nous accueillons. Que vous dire? Tout simplement, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour les enfants. Merci pour cet accompagnement si considérable. Canal+, merci pour votre bonté. Merci pour votre altruisme. Merci pour votre disponibilité et pour la visibilité que vous offrez à nos filles à travers le projet Orphée. Soyez-en remerciés. Pour finir, permettez-moi de partager avec les membres de la délégation de Canal+ International l'esprit de ce verset biblique. Proverbe 11, verset 35. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Par ce geste, le groupe Canal+ vient une fois de plus prouver qu'en dehors de ses activités commerciales, le bien-être social des enfants est au cœur de ses actions. C'était donc le dernier sujet du point de l'actualité. Dans la suite, vous le savez, nous allons ouvrir le plateau invité. Alain Afedjou sera avec nous dans quelques instants. Il est le président de l'Alliance des Forces Nouvelles. Le sujet de discussion à découvrir dans un instant. Mais avant, voici la pub. Première exposition de la grande foire iranienne après la Covid-19 au Hall des Arts de Cotonou. La foire iranienne est heureuse de rouvrir ses portes pour le bonheur du peuple béninois. Du 8 au 25 février 2024, vous êtes tous invités à nous rendre visite au Hall des Arts de Cotonou pour une exposition extraordinaire. Repartez avec des décorations d'intérieur de maisons de haute qualité, les meubles, les tapis de maison, les lustres, les bijoux pour hommes et femmes, les ustensiles de cuisine. Profitez de la grande foire iranienne du 8 au 25 février 2024 au Hall des Arts de Cotonou afin de donner un autre visage à vos maisons, bureaux et surtout, repartez avec des articles de qualité à des prix incroyables. La foire ouvre ses portes tous les jours de 10h à 20h au Hall des Arts de Cotonou. Du 8 au 25 février 2024, faites-vous plaisir. Obtenez ce que vous désirez en vous rendant à la grande foire iranienne. Foire iranienne, des articles de qualité à des prix formidables.
regards, premières économies. C'est le moment de vous démarquer et faire de 2024 une année exceptionnelle. Découvrez nos offres exclusives allant jusqu'à 40% de réduction sur nos gammes de produits en promotion. Offre valable pour les entreprises et les particuliers jusqu'au 8 mars. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique, 6 à Ganrito, en face de la librairie Notre-Dame. Info 95 95 28 24. Néo et Allo vous conduisent tout au long du mois de février. Découvrez l'amour des offres irrésistibles jusqu'au 2 mars 2024 dans toutes les agences Néo et Allo de proximité. Nos coups de cœur en réfrigérateur digital inverteur, micro-ondes de 20 à 23 litres, lave-linge de 8, 10, 13, 16 kilos et TV LED et Smart Samsung, l'original, à la portée de toutes les bourses. Laissez-vous séduire par des réductions irrésistibles et des surprises passionnantes. Économisez avec nos promotions exclusives et partagez la passion des bonnes affaires. En politique, il est bien possible de s'identifier à un repère, un leader qui inspire et impacte positivement son pays. Ces leaders, il y en a au Bénin, en Afrique et dans le monde. En tout cas, c'est la conception de l'Alliance des Forces Nouvelles qui regroupe des jeunes acteurs politiques. Alain Afedjo en est le président. Il est avec nous ce dimanche. Bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour monsieur le Alors, journaliste. bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, en tant qu'acteur politique, pourquoi est-il nécessaire de s'identifier par rapport à quelqu'un ou à un repère? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je voudrais commencer cet entretien-là par un hommage. Je voudrais rendre hommage à quelqu'un, à un grand homme d'État du nom de Richard Senou. Oui. Donc, feu Richard Senou maintenant. Ce grand analyste financier principal de la Banque mondiale, ancien ministre, ancien conseiller spécial, qui aurait pu donner quand même du meilleur de lui-même, qui aurait pu contribuer au développement de son pays. Donc si ça n'y s'y est pas mêlé. Malheureusement, il n'est plus là. Et comme le dit Georges Clemenceau, les indispensables sont au cimetière. Et donc il est parti. Et moi je voudrais lui rendre hommage parce qu'il a beaucoup soutenu peu avant sa mort donc notre projet politique, parce qu'il me disait dans le temps que lui prenait sa retraite politique et qu'il était quand même important vu donc tout ce que moi je faisais donc de pouvoir donc et piloter, porter donc un courant politique pour développer des idées qui vont dans le sens donc, de l'amélioration donc, de la qualité de vie des Béninois. Et ça je le lui reconnais et je tenais à saluer donc la mémoire de cet illustre homme d'État. Et avant donc de commencer avant de rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Et le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour un acteur politique de s'identifier à un repère? Oui. Et vous savez, lorsque vous voulez, si vous choisissez votre passion, est le football par exemple, vous devez pouvoir avoir une source d'inspiration. Vous devez pouvoir identifier quelqu'un en qui vous reconnaissez. Et c'est à travers cette personne-là qu'on a envie donc de s'engager en football. Il y a des gens qui aiment Messi, il y a des gens qui aiment d'autres, Didier Drogba, d'autres footballeurs que je ne peux pas citer, je m'appelle citer ici. Et donc moi, je dis, j'ai opté pour faire de la politique. Et il est important pour mieux la faire, donc de s'identifier par rapport à quelqu'un qui constituerait donc une source d'inspiration. Et moi, celui qui m'inspire le plus au plan international, malheureusement, et c'est malheureusement, heureusement, c'est le président Lula. Du Brésil. Lula du Brésil. Vous avez Lula da Silva qui a lancé ce qu'on appelle l'initiative Fin Zéro. J'avais eu l'occasion donc de le dire ici une fois, Fin Zéro, et dont la vision cadre parfaitement à ce que moi je pense de la chose politique, de la façon dont il faut faire la politique pour vraiment impacter donc l'humanité. Voilà. Justement. En dehors de Lula, il y a encore d'autres acteurs sur le plan africain et même béninois à votre niveau? Oui, il y a beaucoup d'autres acteurs. Vous voyez par exemple, si vous prenez l'actuel président du Congo, Kinshasa, Tshisekedi. Tshisekedi, oui. Oui. Voilà quelqu'un qui, je ne sais pas si vous l'avez suivi une fois, quand il prend la parole en tant que
président de la République du Congo démocratique, et puis président de l'Union africaine, parce qu'il a été président de l'Union africaine, quand il prend la parole, on sent vraiment donc un discours militant en ce personnage. Et vous savez, ce n'est pas anodin, parce qu'il a tenu le secrétariat de son feu père, qui a été de l'International socialiste et qui a milité pendant plus de 40 ans et malheureusement n'a pas pu diriger le pays. Et donc, à force de rester proche de son père, à force de voir un peu la vision et comment est-ce que donc la politique devrait se faire, le degré de militantisme, il a été formaté ainsi. Il en est de même pour le fils du président Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, qui est, je pense maintenant, donc, le premier adjoint au maire de Yopougon. Cet individu, par exemple, a copié exactement donc, la façon de faire de la politique, le militantisme donc, de son père. Vous voyez, donc, je pense que ce sont des repères. Qui sont au plan national, vous voyez par exemple le doyen Akinde Sadek-Pédiou. Vous voyez sa façon de parler, sa manière donc de militer, sa façon d'opiner, par exemple. Je pense que ce sont des valeurs, ce sont des gens qui ont qui ont milité dans les organisations et qui ont une façon donc de pratiquer la chose politique et qui peut faire vraiment dans le cas d'école. Il y a beaucoup d'autres exemples aussi donc, que je ne peux pas citer ici, vu donc le temps, nous sommes en train tout à fait. Comment définissez-vous la gouvernance sociale, justement, du pouvoir politique? La gouvernance sociale, je définis cela comme un concept qui s'apparente beaucoup plus à de l'humanisme. Faire de la politique, comme le disait si bien Feu et Nestor Béton 2 semaines avant sa mort, faire de la politique, le militantisme d'abord, c'est d'abord de l'humanisme. Vous devez pouvoir aimer l'homme. Vous devez pouvoir prendre fait des causes pour l'homme. Vous devez pouvoir le mettre donc au cœur de votre stratégie. Toute politique qui vraiment donc ne tient pas compte de l'humanisme donc est vouée à l'échec. L'humanisme et la politique font ménage. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il y a, c'est ce qui devrait être. C'est l'idéal, parce que vous savez, moi j'ai dit que je me retrouve donc dans la vision de Lula. Lula n'est pas un universitaire, c'est un ouvrier métallurgiste qui a milité qui a défendu la cause des travailleurs de son unité, qui s'est battu pour les hommes, et puis qui continue d'ailleurs de se battre encore pour les hommes. Et qui réaffirme d'ailleurs les liens entre le Brésil et l'Afrique. Et l'Afrique, voilà, qui dit que lui est de retour en Afrique. Vous avez suivi son dernier discours donc, à l'Union africaine. Au 37e sommet. De l'Union africaine. Vous savez, c'est un discours politique, c'est un discours militant, c'est un discours humaniste. Il dit il faut restituer donc, à l'Afrique ce qu'on lui doit. Il citait donc les 300 ans d'esclavage, ainsi de suite. Et il a même dit qu'il n'y a que l'océan qui sépare le Brésil de l'Afrique. Et que l'océan ne devait pas être un frein, un blocage pour que donc, le Brésil et l'Afrique devraient pouvoir. Donc. Et la seconde chose, c'est qu'il a beaucoup parlé, donc il défend beaucoup l'environnement. Vous savez, il se bat pour l'Amazonie, la forêt amazonienne. Donc, et quelqu'un qui se bat pour l'environnement, se bat déjà pour les générations futures. Vous voyez, parce que le dérèglement climatique doit impacter les générations futures, doit impacter alors les hommes. Vous voyez, donc, la gouvernance sociale n'aurait pour pilier l'humanisme. Et moi, tout ce que je fais, je l'intègre. Vous savez, quand vous faites de la politique et que ce que vous faites n'impacte pas l'homme, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous dites par rapport, on va dire, à la question de la mise à la retraite d'office de certains agents des forces de défense et de sécurité? D'abord, au niveau des partenaires sociaux, est-ce que vous pensez que la réaction a été comme elle devrait l'être? Ça nous a laissé un goût d'inachevé. Moi, j'étais très déçu de partenaires sociaux. C'est vrai que vous avez reçu ici Noël Chadaré, le secrétaire général de la COSIB, qui a survolé la question. C'est pas le syndicaliste que moi je connaissais. D'abord, j'accuse les travailleurs eux-mêmes qui sont sous-informés. Quand vous travaillez, vous devez pouvoir vous informer par rapport aux lois. Voter pays, tout ce qui se passe et qui peut avoir au pays. Si les travailleurs étaient suffisamment informés, je ne pense pas que ça pouvait les surprendre. Quand vous êtes informé, vous savez comment vous organiser pour que donc quelque chose ne vous surprenne pas. Maintenant, quant aux partenaires sociaux, on n'a pas vu. C'est vrai que le président a expliqué sa vision. C'est normal, c'est l'exécutif. Lui, il a son agenda, il a ses choses. Mais les partenaires sociaux devaient pouvoir réagir.
on devrait voir tout au moins donc, un sitting avec les banderoles rouges de manière pacifique pour dire vraiment ce qui... C'est un problème social, ce sont des vies. Moi, je me mets à la place donc, des parents, de ceux qui ont été mis à la retraite. De toute façon, un matin, vous venez à la maison et vous dites à vos enfants, désormais, je suis à la retraite, tout a changé, on ne peut plus rien. Alors que en amont, il y a déjà des engagements. Les enfants peut-être sont à l'étranger, d'autres sont en train de finir, d'autres ont peut-être pas encore atteint l'âge de raison. 10 ans, c'est quand même beaucoup pour s'organiser. Et dans nos pays où la précarité est ambiante, les gens attendent peut-être 5 ans pour pouvoir mieux s'organiser et partir. Alors, donc, je pense que ça... Oui. Et ça, la leçon à tirer, c'est que ceux qui restent maintenant doivent savoir que l'épée de Damoclès est sur leur tête et que maintenant tout le monde doit commencer par serrer les ceintures, limiter peut-être ce qui est à limiter et juste encore préparer ça tous les jours parce que donc, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut intégrer désormais et beaucoup donc sont en train, mais vraiment ça pose un problème social et moi j'ai vraiment mal, j'ai très mal par rapport à D'accord, justement, comment l'idéologie politique de l'Alliance des Forces Nouvelles peut-elle contribuer à bâtir un état de droit et de démocratie? Oui, d'abord, nous œuvrons pour la justice sociale et la promotion de l'homme grand H. Vous savez, la justice sociale. Oui. Donc, quelqu'un qui parle de justice, on ne veut pas aller mépriser son homme. Sans démocratie, il n'y a pas de... Et Joe Biden, le président Joe Biden et Lula se sont engagés à défendre la démocratie dans le monde. Donc, nous comptons mettre nos pas dans leurs pas en lisant tout ce qu'ils font. En faisant donc du mimétisme, en nous appropriant et tout ce qu'il développe comme concept. Et puis d'ailleurs, comme moi je suis admiratif de Lula, donc tous les jours que Dieu fait, je lis ses positions par rapport aux BRICS, à l'Israël. Donc, l'idéologie que nous prenons, c'est d'abord le respect des citoyens, respect des hommes. Et nous avons même, dans les jours à venir, une formation dans ce sens-là, pour pouvoir donner les outils nécessaires à ceux qui doivent aller former donc, nos militants à la base, dans les contrées, pour que donc, ces gens s'approprient les notions élémentaires de démocratie et de droits de l'homme. Parce que ça, c'est les notions non négociables. D'accord. Pour un Bénin uni et prospère, c'est bien intitulé de votre projet de société. Quel est son contenu? Un Bénin uni parce que, vous savez, les clivages politiques tendent à créer donc, un fossé entre le nord et le sud. Et moi, je ne suis pas... je suis complètement contre la dénophobie. Je suis contre ce genre de choses. Alors, donc, pour un Bénin uni développé, parce que le Bénin uni, c'est le Bénin qui va du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, nous travaillons à réunir tout le monde autour donc, de notre... Donc, nous travaillons d'abord pour l'unité nationale. C'est ça. Et c'est pour ça que nous avons développé, parce que donc, nous avons mis en place, nous avons élaboré une politique de développement qui intègre tous les aspects. La politique de développement que nous intégrons est déjà en agriculture avec ce que nous faisons avec notre association Presse pour les pauvres, qui va dans les contrées les plus reculées pour pouvoir défendre ceux qui n'ont pas les moyens de porter, donc, de communiquer, de dire ce qu'ils vivent, les actions, les questions d'eau, ainsi de suite. Voilà, nous faisons déjà ce combat à travers donc, notre association Presse pour les pauvres. Donc, un Bénin uni et développé, c'est un Bénin où le régionalisme est banni et le développement donc intègre l'homme, c'est-à-dire que donc c'est un développement participatif. Vous voyez, donc l'homme doit pouvoir, on ne peut pas rester dans les bureaux et élaborer une politique de développement pour dire voilà ce que vous faites. Nous l'avons pratiqué, nous l'avons vécu quelque chose dans un village. À la question de savoir si les microfinances aux plus pauvres, c'était en 2013. La compréhension des citoyens par rapport à ça, les gens ont dit non, leur priorité c'était pas la microfinance, c'est d'abord l'eau potable. Alors donc si vous voulez élaborer une politique de développement et que vous n'allez pas en amont faire des enquêtes de terrain, des plans et que vous dites bon il faut les contenter avec, non, vous n'avez pas satisfait donc à leur exigence, à ce qu'ils veulent. Or pour que donc le pays se développe, il faut intégrer donc les besoins des uns avant d'élaborer une politique de développement adaptée à tout ça. C'est pour ça que notre projet est intitulé pour un Bénin uni et développé. Et de plus en plus on constate que le gouvernement fait appel aux compétences extérieures pour gérer certaines directions au Bénin. Est-ce que pour vous cette stratégie peut faire développer réellement le pays? Bon, ben, c'est une option gouvernementale que je ne voudrais pas trop commenter, mais je voudrais quand même donner un exemple. Vous savez, vous connaissez bien, il y a un monsieur qui s'appelle Tidjane Thiam, qui venait de prendre la tête du plus grand parti de la Côte d'Ivoire, le PDCI. Tidjane Thiam dit que quand on lui a confié donc, la gestion d'un bureau d'études ivoirien,
qui employait 4500 personnes, les gens avaient 10 mois d'arrêt salaire. Lui s'est rendu compte que, quand il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il y avait des ordinateurs non réparés, il y avait la poussière partout des véhicules dont les pneus étaient dégonflés et tout ça. Il a fait non. Et par la suite, il a noté qu'il y avait des expatriés qui travaillaient dans la structure. Quand il est venu, d'abord, il a dit qu'il a salué les 4500 employés qu'il est venu trouver. Et à chacun, il leur disait, j'ai besoin de vous. Cette façon de faire a dopé le moral de ces employés-là, donc de ces collaborateurs, qui n'ont même pas su qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas payés. Au bout du temps, il a payé les arriérés. Et il a mis, les contrats des expatriés, ceux qui travaillaient dans la structure, il a mis fin au contrat. Et puis maintenant, il a fait des contrats à des nationaux qui avaient les mêmes compétences et qui par la suite ont produit des résultats. L'ambassadeur de la France près la Côte d'Ivoire s'est déplacé pour lui dire qu'il était contre les Français. Il dit non, les mêmes résultats, je les ai eus avec des compétences locales. Et je ne vois pas pourquoi. Dans le contexte qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ce que moi j'explique, c'est que le président fasse confiance donc, aux compétences locales. Parce que vraiment cela n'honore pas notre pays. Les gens, dans l'opinion publique, ça dérange. Les compétences, est-ce qu'il y en a? Non, mais les compétences, il y en a quand même. Les compétences, il y en a. Parce que vous savez, il y a des gens qui peuvent produire des résultats. Il suffira juste de mettre en place des outils de gouvernance. Moi, je suis très dérangé. Lorsque j'apprends que tel est venu donc travailler et dirige des Béninois qui ont peut-être donc les mêmes choses. Ça m'émeut partout. Et je pense que le président a fait son expérience. Par la suite, peut-être il va l'améliorer ou bien il va l'évaluer. Et puis je souhaite que a posteriori, ceux qui seront là, donc vraiment, nous épargnent de ces options-là. D'accord. Et justement, ces idées de gouvernance politique et sociale que vous avez, pourquoi ne pas se rapprocher du chef de l'État et de les partager avec lui? Oui, mais voilà ce que je dis. Ce qu'on dit, vous savez, moi je veux travailler donc à la mise en place d'un nouvel ordre politique qui vraiment donc permette à tout le monde d'être au même niveau. Vous introduisez une lettre de demande d'audience au chef de l'État. D'abord, il n'y a jamais de réponse. Il n'y a jamais de réponse. Nous, dans les années 99-2000, nous avions formé un petit mouvement de quartier et nous avons écrit une lettre au général Mathieu Kérégo qu'on a déposée à un secrétariat. Nous, on s'est dit que c'était une preuve de Benoli, ça ne pouvait pas prospérer. Mais l'ambassadeur Diaouga, paix à son âme, le directeur de l'État, nous l'a reçu et il demandait pourquoi nous voulons échanger avec le chef de l'État parce que nous avons des idées. Vous savez qu'une semaine après, le général Kérégo nous l'a reçu. Il a reçu ça à la surprise générale de nous tous. Et nous avons parlé par la suite. Et votre demande à... Et vous savez par la suite ce qui s'est passé. Il nous a intégrés dans toutes les réflexions que nous devons faire. Et on nous a convoqué quand il voulait élaborer son projet de société. Bon, quand il voulait lancer sa campagne pour les trucs, on était dedans, ainsi de suite. On n'était pas parti. Et votre demande adressée à partir de la demande de 2 fois déjà, il n'y a pas de réponse. Je donne un autre exemple. J'ai écrit, quand il y avait Charlie, nous avons écrit au président français. Parle bien l'ambassadeur de France. Il y a une réponse par son chef de cabinet. J'ai gardé le courrier là. Nous avons demandé à rencontrer le président Macron, mais on lui a écrit. Une réponse est arrivée pour dire que nous devons avoir une séance avec quelqu'un au Quai d'Orsay, et puis par la présidence. Donc je pense que si quelqu'un demande à rencontrer le président, c'est certainement que la personne a quelque chose à dire. Il n'y a pas que les députés. Est-ce que tous les Béninois peuvent se lever un matin? Non, c'est pas tous les Béninois qui demandent. Mais nous sommes près de 13 millions. Oui, c'est pas tous les Béninois. Moi-même, on a porté notre demande, mais pas avoir de presse pour dire nous voulons le rencontrer. Et c'était pour des idées. Parce qu'on ne peut pas, la science c'est pas tout le monde. Il y a toujours quelque chose à dire. Quelqu'un qui demande à rencontrer un président a quelque chose à dire. Vous voyez. Donc, et je dis même à défaut de nous recevoir. Je donne un exemple. Le ministre Luc Ankadia, quand il était ministre de l'Environnement, vous lui écrivez, quelqu'un vous dit, vous voulez rencontrer le ministre, est-ce que votre priorité c'est de rencontrer le ministre ou de résoudre votre problème? Si vous dites je veux le rencontrer, on dit bon, on ne se veut pas, il va vous recevoir. Si vous dites que non, c'est de résoudre mon problème, quelqu'un s'occupe de vous et votre problème est résolu. Comme si vous allez rencontrer le ministre. Ce genre de mécanisme peut être mis en route pour pouvoir permettre à tous les Béninois qui ont envie donc de rencontrer le chef de l'État ou de poser un problème au président de la République, de pouvoir donc être satisfait. Donc ça, c'est pas encore les députés, ministres, tout ça pour pouvoir, non?
quelqu'un, vous qui êtes là, si vous choisissez de le rencontrer, il faut qu'il y ait une réponse. Et c'est à ça que nous voulons travailler désormais. D'accord, on va finir. Oui. Les élections générales de 2026, c'est dans moins de 2 ans. Oui. Alors, au niveau de l'Alliance des Forces Nouvelles, vous n'êtes pas un mouvement politique, mais un courant politique. Oui. Sans doute que vous avez votre opinion sur ce qui va se passer en 2026. Est-ce que vous avez un choix à faire? De quel niveau vous vous situez? Oui, je vous ai dit ici, je le dis maintenant que moi je m'identifie en Lula. Donc, celui que j'ai choisi va s'apparenter un peu donc, à cette vision-là. L'argent ne sera pas le choix, le critère pour choisir notre candidat. Non. Parce que moi je ne pense pas que, même si en politique... Est-ce que c'est possible d'aller au niveau de l'opposition ou... Non, mais attendez, si l'argent... On va y aller très rapidement. Oui, je suis d'accord. Si l'argent en politique devait être une condition nécessaire, elle ne devrait pas être une condition suffisante, comme le disent les mathématiciens. Donc moi, je pense que ce que nous voulons faire, c'est quoi? Nous allons analyser les projets de société qui nous semblent utiles et qui cadrent bien avec notre vision politique pour pouvoir donc faire un choix donc qui vraiment, donc, in fine, doit conduire donc, aux valeurs donc, de l'humanisme, de démocratie et des droits de l'homme. Et déjà, vous serez de quel côté? Au centre, à gauche ou à droite, au niveau des républicains, des progressistes, des démocrates et tout? Oui, cette conception maladroite de la politique dans notre pays me dérange parce que, vous savez, et mouvance opposition, nous voulons contribuer à mettre en place un nouvel ordre politique. Et je vous ai dit que je me retrouve dans Lula. D'accord. Donc vous devez savoir donc, de quoi je parle. Moi, je ne suis pas là pour... je ne veux pas soutenir quelqu'un pour son argent. Non. L'argent n'est pas la règle d'or pour nous autres. Mais pour ses idées. Mais pour ses idées et pour le type de projet qui aura un impact sur l'homme. Sur l'humain. C'est le capital humain. Merci à vous, monsieur Alain Afedjo, président de l'Alliance des Forces Nouvelles. Merci pour ces idées, vivement qu'elles soient intégrées dans la gouvernance politique au Bénin. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, on va passer à un autre chapitre. On va parler de la levée des sanctions infligées au Niger par la CEDEAO suite au coup d'État du 26 juillet 2023. La fumée blanche est sortie hier depuis Abuja au Nigeria. La fondation Malay Rossou y a contribué à sa manière. Ici à Cotonou, son président nous dira comment est-ce qu'elle a joué le jeu de coulisses. Encore et toujours, révision de la Constitution et relecture du Code électoral. Ces deux sujets ne passent toujours pas inaperçus dans la presse et sur les réseaux sociaux. C'est le chou gras des internautes cette semaine. Sur Facebook, WhatsApp ou encore Instagram, les Béninois d'ici et de la diaspora ne parlent que de ça. Le président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, Akhenatonde, a introduit à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant modification et complément du code électoral. Cette proposition de loi a suscité plusieurs réactions dans le rang des internautes sur Facebook en ces termes. Au moment où vous révisez les lois avec l'Assemblée monocolore, il fallait analyser tous ces scénarios. Vous avez préparé votre ragoût vous-même. En quoi cela regarde le peuple? Une autre actualité au Bénin, c'est bien sûr le changement du format du brevet d'études du premier cycle, BEPC. Une telle décision n'a pas laissé indifférents les internautes. Un Facebooker écrit sur sa page « Moi je suis foutu les gars, je n'aime pas faire la science, mais voilà la déclaration ». Également sur la page Facebook de la télévision nationale, nombreux sont ces internautes qui ont réagi par rapport à cette décision en ces termes. On dit de construire des entreprises pour réduire le taux de chômage, c'est les innovations vous introduisez dans vos systèmes académiques qui ne font que former des milliers de chômeurs après avoir pris leur scolarité pendant des années pour leur parcours scolaire. Notre exploration sur le net nous a permis de sélectionner quelques vidéos gags que je vous demande de suivre. Ici ce soir, il y a des personnes qui ne se sont pas lavées avant de venir. Avant de rentrer, je vais vous donner de l'eau à eau. S'il y a des personnes qui sont fâchées contre moi, prenez de l'eau, buvez, calmez-vous à eau. Petit stage là seulement, hein. Faut les voir. Quoi ma descente, on en reparle. Je suis au bureau. Faut m'excuser. Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. En toi j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Vois tes
tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. C'est pour éviter la honte que j'ai commandé avant d'aller m'asseoir. Mais malgré ça, la vendeuse crie encore. Quoi, Rico, c'est un franc avec quoi? Mais j'ai béninois, oui. Eh, Milou, coup de marteau. Pink, 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 j'ai filé pour coup de marteau. Pink, pink. Kati, mes pieds, pleco, coup de marteau, boyo. Eh, Milou, yo, kaka, yo, ne vietier, sans sortir, et dormir. Et dormir. Et quoi, 900. Et quand elle tient, on finit, qu'elle est jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? À lui seulement. C'était donc Actu sur le net avec Florence Bossa que nous allons retrouver dimanche prochain avec d'autres images. 7 mois qu'ont duré les sanctions prises par la CEDEAO contre la junte au pouvoir au Niger suite au renversement du président Mohamed Bazoum. Face aux conséquences de ces mesures, la CEDEAO a décidé de lever ces sanctions avec effet immédiat. C'est une bonne nouvelle pour les Nigériens et tous ceux qui étaient affectés par ces mesures. Mais pour en arriver là, il y a eu des lobbying, des plaidoyers et des jeux de coulisses. La Fondation Malahos dit avoir joué un rôle clé dans le dénouement de la crise. Son président est avec nous sur le plateau du grand format El Hadji Yacoubou Malahos. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, comment avez-vous réagi à la levée des sanctions contre le Niger hier? Je salue tout le monde. Et je remercie le chef de l'État. Je parle du président Patrick Talon, qui a joué un rôle très important dans ce dossier. Je dis cela parce que, contrairement à ce que les gens racontent, que c'est lui qui a dit qu'il faut fermer les... Il n'en est rien. Il a été porte-parole de ce grand mouvement des chefs d'État. Et c'est pourquoi les gens n'ont pris au collet pour dire que c'est lui qui est à la base. Et si nous sommes rentrés dans la bataille, c'est pour pouvoir quand même demander pardon aux chefs d'État, membres de notre institution, je parle de la CEDEAO. Et ça fait bientôt 3 mois que nous sommes rentrés dans cette bataille. Et nous avons rencontré beaucoup de difficultés parce que nous avons, au premier abord, nous avons voulu rencontrer quelques responsables nigériens et ils nous ont dit il n'y a pas de problème, mais pour aller là-bas, c'est un problème. Tu dois prendre un vol d'ici, présentement pour aller à Niamey, Cotonou, ça fait près de 800 000. Donc cela a fait que c'est affaire de moyens. Nous n'avons pas pu effectuer le déplacement. Néanmoins, nous avons des amis là-bas qui nous ont aidés. Principalement, je parle du président du Haut Conseil des Nigériens au Bénin. Il a joué un rôle très important. Nous, c'est de demander aux responsables nigériens que le chef de l'État n'en ait pour rien dedans. Et pourquoi nous voulons les rencontrer. Mais le Haut Conseil a été notre porte-parole. Et aussi, je dis, c'est en novembre que nous avons commencé les tracasseries. Et avant ça, il y a bien l'honorable Issa Salifou
Bertin Corvi aussi qui ont joué leur partition. Nous remercions tous ceux-là. Nous, on n'a jamais dit que la fondation Malekhossou est à la base de ce dénouement. Les gens m'appelaient depuis hier et c'est pour leur expliquer que nous, on n'a rien fait. Ce que nous avons fait au sein de notre fondation, c'est la prière. Mais nous avons, en novembre, avant de commencer à faire des efforts pour un dénouement, nous avons envoyé une lettre au chef de l'État pour l'informer, parce que nous sommes des Béninois. Et il y a quelqu'un qui nous dirige. On ne peut pas aller là-bas sans l'informer, faire le bonheur de quelqu'un, je parle du peuple béninois, sans informer le premier des Béninois. Nous avons essayé de faire ce que nous pouvons. À Cotonou, vous avez rencontré également quelques autorités. Vous avez rencontré également le représentant résident de la CEDEAO à Cotonou. Oui, bien avant ça, là, comme le chef de l'État n'a pas eu le temps de nous recevoir, nous avons été reçus par le ministre des Affaires étrangères, que je passe par votre canal pour le remercier beaucoup. Le rendez-vous est à midi, lui il était là à midi, moins 10, nous on est venus un peu en retard. Cela veut dire que les autorités sont... Nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères pour lui demander de conseils. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà que les gens sont en train d'accuser notre chef d'État, le président Patrice Talon. La meilleure solution, c'est de voir les responsables qui sont au Nigeria. Le président n'en est pour rien. Le président de la commission de la CEDEAO est bien placé pour nous aider. Et c'est de là que nous avons tenté à aller à Abuja. Ça n'a pas marché. Néanmoins, il y a notre président d'honneur, je parle du vice-président d'honneur, je parle de Monirou Garba qui a joué un rôle très important. Il a rencontré les gens là-bas. Et c'est eux qui nous ont dit non, il ne faut pas se gêner. Voilà, moi, je ne savais pas même qu'il a un bureau de la CEDEA aussi. Je ne savais pas. Et lui qui m'a informé, c'est de là-bas qu'on l'a informé pour dire ah, monsieur, vous avez un annexe, siège de la CEDEA à Cotonou. Et c'est de là-bas qu'il m'a appelé. Je suis allé au ministère des Affaires étrangères et qui nous ont, je parle des cadres, ils nous ont aidé beaucoup. C'est eux qui ont tout fait afin que nous puissions rencontrer le premier responsable de la CEDEAO à Cotonou. Et au cours de cette rencontre, mais je dois vous dire que nous, on a déjà commencé, on a déjà rencontré le ministre des Affaires étrangères avant de rencontrer le représentant. Avant que le chef de l'État fasse un point de presse. Et ce que les gens n'ont pas compris. Les gens croyaient que c'est après le point de presse du chef de l'État que... Vous avez commencé la démarche. Non, du tout. On a été bien reçus avant que le chef de l'État... Alors, quand vous avez appris que les sanctions sont levées, quelle a été votre réaction? Non, moi-même, je peux vous dire, c'est du siège de l'institution qu'on nous a envoyé le communiqué de presse pour dire que non, honorable Malekhossou, nous on n'a pas démarché, nous on a prié. On a prié parce que comme vous le savez, la fondation Malekhossou est égorgée des savants, des imams, des hauts dignitaires sur la conduite de notre président d'honneur. Je parle de Karim Da Silva qui nous a aidé beaucoup dans ce dossier. Le parrain de notre fondation qui n'a jamais voulu que son nom sorte, lui, il était prêt à nous prendre les billets d'avion pour aller. Alors, la question que les gens se posent, c'est qu'est-ce qui concerne la fondation Malekhossou dans les sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger? Oui, bon, tu sais, la fondation Malekhossou est composée de musulmans en majorité. Et si on va au Niger, c'est à 90% des musulmans. Et il y a beaucoup de Nigériens qui vivent ici. Vice-versa. Nous avons beaucoup de Béninois. Nous avons des enfants qui ont épousé les Nigériennes. Nous avons des enfants
qui sont mariés à des Nigériens, vice-versa. Donc, cela veut dire que nous sommes touchés par cette sanction. Et il faut le dire, le premier qui est venu nous demander de faire quelque chose, c'est le président des transporteurs du Bénin. Je parle de Garba. Rabiou. C'est lui qui est venu nous voir. A fait bientôt, c'est depuis septembre. Il dit, mais Aladji, il faut voir les imams prier. Nos transporteurs souffrent. Je suis le patron, mais je ne dors plus. J'ai dit, qu'est-ce que nous voulons? Non, vous pouvez faire quelque chose. Vous, c'est l'humilité. La fondation, c'est pour demander pardon. C'est pourquoi il est venu. Et c'est ce que nous avons fait. Une lettre a été envoyée à tous les présidents des CDA, membres de la CDA, chefs d'État. Ils ont reçu notre lettre. Nous avons eu même accusé de récession. Et dans cette lettre, nous avons dit les membres de la fondation Malekos, composés des imams alpha et non musulmans, se prosternent à genoux devant le Créateur pour vous demander de lever cette sanction sans condition. Et le premier vice-président de la fondation, il a répété ce que nous avons écrit dans leur lettre pour leur demander pardon. Nous, c'est l'humilité. Et c'est pourquoi les gens souffrent. Si vous allez à la Liborie, à Malanville, vous allez constater que nos transporteurs sont en souffrance. Alors, c'est vrai que les sanctions sont levées, mais est-ce que la décision n'est pas intervenue un peu plus tard parce que le Niger, le Mali, le Burkina Faso se sont retirés de la CEDEAO et ont créé l'Alliance des États du Sahel? Est-ce que la décision peut faire revenir encore le Niger au sein de la communauté? Oui, cela est possible. Sinon, nous, les membres de la fondation, on a décidé de faire quelque chose. Parce que c'est quoi? Si ce qu'ils ont pris comme décision, créer leur truc là, c'est une bonne chose. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont quitter l'organisation. C'est là le problème. Si vous quittez ici maintenant pour aller à l'Afrique de l'Est, mais il y a des cas de séjour, visa. Donc, si cela se retire, cela veut dire que tous les Nigériens qui sont ici auront les cartes de séjour. Sinon, ils auront vice-versa. Nos Béninois qui sont au Niger, pareil. Burkina, pareil. Donc, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi nous, on est en train de courir pour leur demander la patience, pour leur demander de pardonner. Ils ont raison. Bon, c'est leur pays, ils ont raison. Mais au même moment, on ne peut jamais encourager les coups d'État. Ça fait mal. Nous, on en a eu près de 12. Le premier coup d'État au Bénin, c'était en 1963. Il y avait déjà 14 ans. Mais ce n'est pas une bonne chose. Bien vrai, il n'y a pas de tuerie. Et ça, il faut le dire, ce n'est pas une bonne chose. Nous, on est en train de dire quelque chose pour que les gens s'apaisent. Il n'y aura plus de coups d'État. D'accord. Vous avez été député dans un passé récent et l'actualité en ce moment, c'est la révision de la Constitution. Comment, de votre position de président de la fondation qui réunit les musulmans, non-musulmans, imams et autres, suivez-vous les débats au niveau de l'Assemblée nationale? Oui, moi, je vais parler en tant que citoyen. Et la Fondation n'a jamais voulu mêler de ce dossier. Nous sommes en politique. Mais en tant que citoyen, pour moi, et ancien député, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat dans la mesure où la mouvance n'a pas de majorité. Et les mouvanciers même savent que si tu n'as pas la majorité, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent rien faire. Les autres aussi qui sont en train de parler, ils savent que sans eux, il n'y aura pas la révision de la... Mais pourquoi on se gêne? On est en train de parler. Moi, je trouve qu'on parle pour la forme. C'est des politiciens. Bon, en votre temps, peut-être que vous étiez dans cette stratégie politique. Mais c'est comme ça, c'est la politique. C'est pour ça que moi, j'ai laissé... C'est qu'on sait que la chose n'est pas faisable. Mais on va faire comprendre à la population que c'est nous. C'est nous qui avons refusé. C'est la réalité, ça. On sait, tout le monde sait. Et les UPBL savent bien que si ils n'ont pas quelqu'un à débaucher de là, ils ne peuvent rien. Pourtant, ils ont posé le problème. C'est la politique. Vous pensez que c'est impossible
débaucher un ou deux députés de l'autre côté? Non, ce n'est plus possible. Avant, cela se faisait. Et maintenant? Moi, je n'ai jamais, on a tenté, moi, je n'ai jamais assez. Il peut y avoir des gens comme moi. Il peut y avoir des gens comme moi parmi les opposants. Et moi, je ne vais jamais conseiller. Vous n'acceptez pas qu'on vous débauche? C'est pas possible, j'ai refusé en 2011. Quel que soit ce qu'on vous propose. Non. Ça ne dit rien pour moi. J'ai refusé. Ça fait d'honneur. Tu es dans un parti et on te dit, bon, viens de ce côté. Même si tu ne prends pas de l'argent, les gens vont dire que tu as pris. Et tu n'as pas de preuve pour se justifier. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat sur ça. Alors, est-ce qu'à votre avis, il est opportun aujourd'hui de réviser la Constitution avant les élections de 2026? C'est la dernière question pour vous. Non, moi, je ne peux pas me prononcer. D'accord. Je suis, en tant que président de la Fondation, je ne veux pas me mêler dedans. D'accord. Pour moi, il n'y a pas de débat. D'accord. Merci à vous, El Hadji Yakubu Malheureux, président de la Fondation qui porte votre nom. Très bonne journée à vous. Pas mon nom, le nom de mes aïeux. Moi, mon nom, c'est Aboudou Yacoub. Le nom de mes aïeux, Malheureux, le chef des Musa, c'est un nom qui a été donné depuis les années 1713 par le roi Agaya, le chef des musulmans. D'accord. On va vous rappeler pour faire l'histoire donc du nom Malheureux. En tout cas, très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est le moment de revoir tout ce qui a fait l'essentiel de l'actualité au cours de cette semaine. C'est dans la revue de presse hebdomadaire réalisée par Action Mokani, Action Bon. Et vous le savez, juste derrière, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec mon invité média. Gabin Goubi est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Voici la revue hebdo. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Sur la question de la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, Fraternité notait lundi un retour à la normale dans la sous-région. C'est le cri de cœur des présidents Patrice Talon et Fornia Singbe. Ils ont parlé d'une même voix, quand bien même c'est dans deux cadres et deux contextes différents. Le premier des Béninois l'a longuement exprimé lors d'une rencontre avec la presse locale le jeudi 8 février dernier, alors que son homologue togolais a fait son plaidoyer lors d'une visite de médiation le vendredi 26 février 2024 à Abidjan. En effet, le chef de l'État du Bénin plaide pour que la situation au Niger soit décantée et que les sanctions de la CEDEAO soient levées, car pour lui, il faut être réaliste. Le président du voisin de l'Ouest a, quant à lui, fait savoir au président Alassane Ouattara qu'il faut en finir avec le statu quo et l'immobilisme dans la crise au Niger. Il a demandé à ce qu'une solution soit trouvée à la satisfaction de tout le monde. Avec la nation, il est question de hisser le Bénin au rang des meilleurs pays dotés d'un système de gestion des finances publiques performant, innovant, inclusif, aligné sur les standards internationaux et servant de socle pour la mise en œuvre des politiques publiques pour un développement durable du pays et pour le bien-être des citoyens. Tel est l'objectif stratégique du plan global de réforme du système de gestion des finances publiques 2023-2027. Ce document, qui constitue un critère pour le décaissement de l'appui budgétaire de l'Union européenne pour l'année 2024, se révèle être le nouveau cadre de référence en matière de gestion des finances publiques pour les prochaines années, a déclaré Alban Bessan, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Et l'économiste du Bénin de signaler que la direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour le Bénin a organisé le jeudi 22 février 2024 par visioconférence la journée de diffusion des comptes extérieurs du Bénin au titre de l'année 2022. Selon le rapport, le solde global de la balance des paiements du Bénin affiche un excédent. Quant à la position extérieure globale, elle représente un état de patrimoine qui retrace de manière aussi exhaustive que possible l'ensemble des actifs et des passifs financiers d'un pays vis-à-vis de l'extérieur. Dans la suite, les députés et maires actuels parraineront-ils les candidats à l'élection présidentielle de 2026 ou ce privilège sera carrément dévolu aux prochaines mandatures
des élus du peuple et maires, se demandait le journal La Nation dans sa parution du jeudi, et qui estimait que la question constitue le plat de résistance de la première session extraordinaire de l'année 2024 du Parlement qui s'ouvre à l'hémicycle le mercredi 21 février. Les travaux vont durer 15 jours au plus, conformément à la loi, avec 12 dossiers à l'ordre du jour. La révision de la Constitution et la modification du code électoral dans la perspective des élections générales de 2026 y sont inscrites avec 10 autres points. Ainsi, ce débat sur la relecture ou non des lois électorales menées jusque-là, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux, s'invite désormais au Parlement. En parlant jeudi d'une ouverture sur fond de tiraillement, Fraternité faisait observer que ce n'était pas aussi facile que d'habitude. Un gros débat houleux s'est instauré dans l'hémicycle sur une question de procédure parlementaire autour d'une proposition de loi portant modification du code électoral introduit ce même mercredi par le député du groupe parlementaire Les Démocrates, Nouré Nouachadé, une proposition qui ne figure pas dans l'ordre du jour de la dite session. Plus précisément, après la lecture des points inscrits à l'ordre du jour de la dite session extraordinaire par le premier secrétaire parlementaire, Maounio Kakpo, le député Nouré Nouachadé a demandé la parole pour informer le président de séance et la plénière qu'il venait de déposer une proposition et a estimé que la dite proposition de loi aurait dû être citée parmi les points à l'ordre du jour. En réponse à la requête, le président de l'Assemblée nationale, Loïc Béounou-Vlavonou, a déclaré qu'il n'a pas connaissance d'une telle proposition. Mieux, le président Loïc Béounou-Vlavonou a laissé entendre que la session extraordinaire ouverte est convoquée sur un ordre du jour fixe, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'institution. Il s'en est suivi une grosse polémique entre le député de l'opposition Nouré Nouachadé et 3 autres de ses collègues de la mouvance présidentielle, à savoir Augustin Arwambo-Ebla, Orden Aladatin et Hassan Seibou. L'autre quotidien se contentait de relever que 89 députés ont répondu à l'appel du Parlement pour l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année. L'ordre du jour est très abondant. Cette session s'annonce comme un moment clé pour les députés avec un ordre du jour comprenant 10 dossiers majeurs touchant à divers aspects de la vie nationale et 2 autres dossiers relatifs aux tests de base de la République. Le premier dossier à l'étude concerne la régulation des taux d'intérêt légaux en République du Bénin, soulignant l'importance de la stabilité financière. S'ensuit une proposition de loi visant à renforcer la Commission béninoise des droits de l'homme, soulignant l'engagement envers la protection des droits fondamentaux. Une part significative de l'ordre du jour est consacrée à des accords internationaux avec un projet de loi autorisant la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications. Les députés devront également se pencher sur des réformes judiciaires, incluant des dispositions spéciales pour la défense des intérêts de l'État et la création de l'agence judiciaire de l'État. Le combat contre les pratiques d'usure dans le contexte socio-économique du Bénin est également à l'ordre du jour, tout comme la nécessité de moderniser et d'adapter le secteur bancaire aux évolutions économiques du pays. De son côté, le Matin ajoutait que tout comme chaque composante de la classe politique a voulu de l'organisation d'élections inclusives, l'on pourrait espérer que le bon sens et la hauteur d'esprit de discernement l'emportent sur les passions afin qu'avance la démocratie au Bénin. Sur un tout autre terrain, le Grand Matin informait que le commissariat de l'arrondissement de Kalalé, dans le département du Borgou, a interpellé le mercredi 21 février 2024 le tenancier d'un dépôt illégal de commercialisation de produits pharmaceutiques. La perquisition effectuée sur les lieux a permis de saisir 261,85 kg de produits contrefaits. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire.
Merci à vous, Assiongmo Kani, Assiongmo, pour la revue de presse hebdomadaire. Rendez-vous dimanche prochain. En plateau pour le décryptage de l'actualité nationale, il est déjà installé. Gabin Goubi, bonjour. Bonjour Idrissou Boukari, bonjour aux téléspectateurs. Rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci d'être avec nous. Tout le monde attendait le sort réservé à la proposition de révision de la Constitution programmée à la session extraordinaire mercredi dernier, mais pour le moment, on va devoir attendre. Quelle lecture faites-vous des différentes positions affichées à l'Assemblée nationale mercredi dernier? Non, ce qui a été affiché comme position, c'est la résultante de ce que nous avons eu ces derniers jours comme débat ayant suivi donc cette proposition de loi. Vous avez certainement suivi la polémique qui a suivi l'introduction d'une telle initiative. Et donc, je pense que là-dessus, beaucoup sont réticents à aller vers la révision de la Constitution, compte tenu des supputations, compte tenu, n'est-ce pas, des velléités, prêter à tort ou à raison au chef de l'État de pouvoir prolonger son mandat au thème de 2026. Donc il y a tout ça qui a fait que ça a pourri quelque peu le débat, parce que cette question d'une manière ou d'une autre a été déjà réglée lors de la révision de la Constitution intervenue en 2019. Donc avec tout ce qu'on a eu comme position, je pense que il serait aventureux de penser que cette proposition de révision allait prospérer, parce que les démocrates, les démocrates dont la caution des parlementaires est nécessaire justement pour valider le projet, le parti a affiché son opposition formelle, n'est-ce pas, à l'initiative. Et donc, je pense que ça a exacerbé un tant soit peu les tensions. Et il y a également la procédure parlementaire qui a fait monter la tension avec la proposition introduite justement par le député Noël Achadé. Voilà, c'est justement... C'était prévisible, non Bon, c'est justement cela. Vous savez, on avait appris dans la foulée qu'il y a une proposition de loi, mais quand est-ce que cela a été déposé? Bon, personne ne sait. C'est à la plénière que le député initiateur donc de cette proposition de loi, Nourenou Achadé, a informé ses pairs que ça a été déposé même un peu avant l'ouverture de la plénière. Le président a dit connaissance. Évidemment, parce que ça n'a pas été enrôlé. Donc je pense que les parlementaires sauront, en fonction de leur règlement intérieur, le sort qui sera réservé à cette proposition de loi. Mais moi, je me dis, on n'a rien à perdre à inscrire cette proposition de loi dans les points qui sont au niveau qui sont inscrits dans la plénière actuellement. Donc je pense que le président il verra ce qu'il y a lieu de faire, autant plus que, dans sa dernière réponse, il a dit que dès qu'il va prendre connaissance du document, il saura ce qu'il y a lieu de faire. Bon, moi j'envisage là peut-être deux éventualités dès demain où la plénière va s'ouvrir. Peut-être il va joindre le point lié à la révision du code électoral, c'est-à-dire l'initiative venant du député Achadé. Il va le joindre les aux deux trois. propositions traitent donc du même objet. Donc je pense que c'est la méthode la plus facile, on verra bien. Maintenant, si ce cas-là ne prospérait pas, ils vont voir si au cours de l'étude de la proposition de loi déposée par le député Aken Atondé, que si les démocrates vont joindre leur proposition et amender le projet et verser donc leur proposition au débat. Dans tous les cas, je pense que l'Assemblée n'a rien à perdre à inscrire cela, d'autant plus que les deux portent sont sur le même objet, et il est loisible aussi de verser leur proposition à la mouture de la proposition faite par le député Aken Atondé. Et pour la modification du code électoral, nous avons lu les propositions donc, du Parti Les Démocrates. Entre autres, on parle de la réduction donc, de la caution et puis les suffrages nécessaires pour prétendre au partage de sièges et tout de 10%. On va revenir à 5%. C'est une proposition. Est-ce que cela ne met pas en cause la réforme du système partisan? Oui, dans une certaine mesure, parce que vous savez, la philosophie que prône cette réforme-là, c'est de former de grands ensembles. Oui. Je ne sais pas pourquoi on veut forcément sauver ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de micro-parti. Eh bien, si vous n'avez pas un ancrage national, si vous n'êtes pas représentatif, il n'y a aucun mal à ce que vous joignez, à rejoindre les grands ensembles pour donner véritablement corps au micro-parti. Je pense que 10%, c'est quand même raisonnable. Bon, moi, je trouve que ce débat-là est déjà dépassé. Ça dit qu'il ne faut pas trouver des mécanismes pour encore remettre en cause la crédibilité ou bien la vitalité de notre système démocratique. On a déjà passé ce débat. Nous, l'objectif de la réforme du système partisan,
partisans, c'est de clarifier le paysage politique en créant des partis forts. Et je pense que ceux qui objectivement ont réussi à passer ce cap-là sont aujourd'hui les partis les plus représentatifs, les plus grandes formations politiques sur l'échiquier. Donc les autres, je pense que si vous passez déjà 3-4 élections et vous n'arrivez même pas à lever des sièges, je pense que vous devez aller vers les grands ensembles. Il n'y a aucun mal à cela. On a vu le père de le faire. L'UP aujourd'hui a constitué plus de près de 200 anciens micro-partis. Donc ceux qui sont là traînés à postuler pour cette affaire de réduction du suffrage exprimé, le pourcentage requis pour prétendre à la levée de sièges, je pense qu'ils sont dans un faux débat tout simplement. Maintenant, bon, quand on dit par exemple que il faut peut-être au niveau des élections communales considérer le pourcentage à l'échelle de la commune, je pense que ça c'est quand même objectif. C'est objectif parce qu'il y a le risque justement, comme l'a dit le député Noreno Achade lors de sa conférence de presse après donc l'ouverture de cette première session extraordinaire de l'année 2024. Il y a le risque que la population leur impose des élus pour qui ils n'ont pas voté. Et je pense que ça là, on peut objectivement réfléchir et penser la chose de cette façon-là, parce que ce n'est pas compréhensible aujourd'hui que par exemple dans la commune de Porto-Nouveau, que un autre parti ait réussi à avoir la majorité, n'est-ce pas, des parlementaires, et qui prend les commandes donc de la mairie, et que bon, la gestion de la mairie leur échappe, tout ça. Je pense qu'il faut aussi réfléchir dans ce sens-là. Maintenant, généraliser ou réduire encore pour permettre à des micro-partis d'être représentés. Il ne s'agit pas de sauver des partis. Les partis doivent être forts. Et je pense que nous devons consolider la réforme du système partisan là, dans ce sens. Maintenant, l'autre proposition qui, moi, m'a fait sourire, c'est la quitus fiscale, bien évidemment. Moi, je ne sais pas d'où est-ce qu'on sort cette proposition-là. Moi, ça ne répond à aucune objectivité. Ce n'est pertinent en rien du tout. Vous voyez des élus, des gens qui aspirent, n'est-ce pas, à représenter le peuple ou même à diriger ce pays. On leur dit de ne pas d'être en règle vis-à-vis du fisc. Être en règle vis-à-vis du fisc. Je pense que ça ne se comprend pas. Sachant surtout que c'est sur ce qui sera collecté chez les populations, sur les contribuables qui seront payés. Donc ça ne s'explique pas. Ils veulent eux autres jouir des fruits, des efforts collectifs des populations, mais eux autres, ils ne veulent pas s'exécuter. Moi, je pense que ce n'est un objectif en rien du tout. Et je compte, n'est-ce pas, sur la perspicacité et bien la clairvoyance des députés de la 9e législature pour ne pas donner suite à cette proposition-là. D'accord. Il y a 60 députés qui soutiennent, on va dire, le chef de l'État, Patrice Talon, qui lui-même n'est pas pour qu'on touche à une seule virgule de la Constitution, mais qui demande, je parle des 60 députés, la révision en procédure d'urgence donc de la Constitution. Comment est-ce que vous expliquez la démarche? Bon, l'étude du projet de révision en procédure d'urgence, même ces 60 députés qui peut-être de façon théorique sont pour la révision de la Constitution, ça ne suffit pas parce qu'il faut au minimum 82 députés, donc ça fait les 53 députés de l'Union progressiste de Renouveau et les 28 députés du Bloc républicain, ce qui fait 81. En plus, pour adopter le projet de révision, il faut un député au moins du Parti Les Démocrates. Et donc quand on connaît la position de cette formation politique là sur l'échiquier, sauf cataclysme, cas de force majeure ou changement de dernière heure, je pense que cette révision là déjà ce projet ne pourra pas prospérer. Et surtout que pour acter ou entériner la révision et l'obtenir, il faut 87 députés pour réunir la majorité des 4/5e demandés, donc, n'est-ce pas, ce qui n'est pas gagné d'avance dans la Constitution pour valider le projet. Donc je pense qu'aujourd'hui, franchement, il serait aventureux ou totalement, je pense que ce n'est pas possible. Nous sommes en politique, rien n'est impossible a priori en politique. On verra ce que la plénière de demain va donner, mais moi je ne pense pas que cela puisse prospérer. Et c'est peut-être pour prévenir cela qu'il y a déjà un plan B, la modification de la Constitution, dont la procédure d'adoption paraît beaucoup plus souple. Et je pense que ça là, par exemple, puisqu'on a besoin juste d'une majorité relative pour l'entériner, je pense que ça, par exemple, ça pourrait prospérer, étant donné que les propositions qui sont faites par le député Akena Tondé sont portées aujourd'hui par les députés de la majorité et dont en fait, la volonté va s'imposer à la minorité. D'accord.
Autre sujet avec vous, Gabin Goubé, 34 ans déjà que la conférence des forces vives de la nation a été organisée au Bénin, 16 assises historiques qui ont ouvert l'ère du renouveau démocratique chez nous. Aujourd'hui, que reste-t-il des acquis de cette conférence nationale? La conférence nationale de février 90, c'est pratiquement l'acte fondateur ou l'acte géniteur de notre démocratie. Et je pense que 34 ans après, on peut dire que les lignes ont bougé sur beaucoup de plans. On ne peut pas dire aujourd'hui que on a la liberté d'expression, ce qui n'était pas le cas forcément dans la période ayant précédé ces assises historiques, ces assises nationales. On n'avait pas la liberté d'expression, il y avait un certain nombre de libertés qui étaient restreintes par le régime marxiste-léniniste. Eh bien, si on a cru devoir nous asseoir, réunir tous les fils de ce pays-là, c'est parce qu'il y avait véritablement un problème. Et moi, je pense que c'est le lieu d'honorer une fois encore la mémoire de ces dignes représentants du peuple, de ces dignes fils de ce pays qui ont eu dans le temps cette géniale idée de se réunir, de se retrouver, de transcender, n'est-ce pas, les clivages pour aller redéfinir les bases de ce qui peut être les fondamentaux, n'est-ce pas, de notre pays. Et donc, je salue ces personnalités-là qui ont initié cette conférence, tous ceux qui ont participé, mais saluer également le président, Feu Mathieu Kérékou, qui objectivement et très humblement a accepté les recommandations de cette assise. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont passé, de 34 ans maintenant, beaucoup de lignes ont bougé. Et peut-être qu'il y a encore des choses avec le recul, l'évolution du monde. Quand on prend, par exemple, la réforme du système partisan, est-ce qu'elle cadre réellement avec la vision, justement, de ces pères fondateurs de la conférence nationale? Oui, je dis de 34 ans maintenant, le contexte n'est forcément pas le même. C'est vrai que en 90, on avait parlé d'une certaine du multipartisme intégral, où il était loisible d'ouvrir, n'est-ce pas, la marche pour permettre à beaucoup de partis de pouvoir animer la vie politique. Mais avec le temps, je pense qu'on a constaté que c'était plutôt du désordre. On avait des micro-partis, des partis de région, des partis de communes, des partis même de quartier, et qui ont passé des élections, plusieurs élections, et qui n'ont jamais réussi à envoyer quelqu'un à l'Assemblée nationale. Donc c'était totalement, carrément une anarchie. On avait près de 210 partis politiques. Donc je pense que seulement pour ce petit pays où on va aux élections présidentielles, on enregistre plus de 20 candidats et tout le monde veut être président de la République. Écoutez, dans aucun pays sérieux cela ne se passe comme ça. Donc aujourd'hui, quand les gens disent qu'il faut revenir peut-être à ces fondamentaux, à ce qui a été fait en 90, il faut que les gens comprennent que le contexte n'est plus le même et que les problèmes qui se posaient en 90 ne sont plus les mêmes. Ce n'est pas les mêmes réalités que nous vivons aujourd'hui. Donc le monde a évolué. Je pense qu'il faut réfléchir en fonction du contexte, en fonction de l'évolution des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, tel qu'on vit notre démocratie, il y a encore des choses à dire. Nous, peut-être, on est... C'est vrai que la notion a évolué chez nous. On a parlé de démocratie Nescafé. Actuellement, on pense qu'on peut mettre la démocratie, on va dire, entre griffes ou en veilleuse pour faire le développement. Absolument. Est-ce que cela cadre réellement avec les objectifs de la conférence? Oui, dans une certaine mesure, je pense qu'on s'adapte au contexte. On s'adapte à l'évolution du monde. Ceux qui étaient réunis au sein de cette conférence, à l'occasion de cette conférence-là, je pense qu'avec ce qu'ils avaient comme marge de manœuvre, ce qu'ils pouvaient faire objectivement dans le temps, toutes ces propositions-là ont contribué dans une certaine mesure, à résoudre les problèmes qui se posaient au pays à l'instant. Mais aujourd'hui, 34 ans après, il faut reconnaître que les choses doivent se faire autrement avec l'évolution du monde. En 90, il n'y avait pas Internet à portée de tout le monde. En 1990, les gens n'avaient pas de portable Android, par exemple. Donc, les méthodes ne sont forcément pas les mêmes. Et il faut travailler plutôt à intégrer les nouvelles réalités au contexte que nous vivons. Donc, les gens sont parfois peut-être nostalgiques de ce qui s'est passé en 90, mais ils doivent intégrer quand même les nouvelles réalités, comprendre que le monde a évolué et qu'aujourd'hui, il faut une certaine redéfinition des choses pour pouvoir mieux vivre avec. Et quand on parle des acquis donc, de la conférence nationale, il y a l'hôtel PLM Aledjo qui a abrité les travaux de cette conférence nationale qui aujourd'hui malheureusement a été démolie. Est-ce qu'on n'est pas en train d'effacer les traces donc, de ces assises historiques? Bon, je pense que sur la question, le gouvernement a expliqué ses options et les choix politiques qui ont été faits. Là-dessus, chacun essaye de faire sa petite idée. Le gouvernement veut valoriser autrement ces lieux. Je pense que c'est une décision mûrement réfléchie. Le gouvernement a déclaré
décliné en son temps ses raisons. C'est vrai qu'on ne peut pas effacer comme ça de la tête de ceux qui ont vécu ces assises-là et de nous autres à qui l'histoire a été contée. On sait que PLM Aledio, ça représente le joyau de cette conférence nationale. Bon, l'État trouvera dans une certaine manière le mécanisme pour pérenniser, pour immortaliser cet endroit, pour permettre aux générations futures de savoir qu'à un moment T de l'histoire de notre pays, il y a eu ces assises nationales qui se sont déroulées ici. Et je pense qu'on va valoriser également celui-là. On va parler très rapidement de l'état de santé, justement, des relations entre le Bénin et le Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. D'abord, la levée des sanctions par la CEDEAO, c'est une bonne nouvelle, non? Non, c'est quelque chose qui est à saluer. Je pense que les positions ont varié. Les positions ont changé depuis que les gens ont intégré réellement que les peuples les peuples ont dans une certaine mesure adopté les nouvelles autorités à la tête de ce pays-là. La CEDEAO a été dans son rôle, et ça il faut le reconnaître, dans son rôle pendant un certain temps, parce que étant une organisation garante de la démocratie, elle ne pouvait pas prêter flanc à un putsch, à un coup de force constitutionnel et entériner l'arrivée des putschs. Mais avec le recul, je pense que les chefs d'État membres de l'organisation ont compris qu'il faut voir les choses peut-être autrement. Peut-être que le retrait de ces pays-là a été un acte aussi fort qui risque de déstabiliser un tant soit peu l'organisation et a contribué à ce que ces sanctions-là soient levées. Parce que justement, le mal, c'est que les dirigeants de ces pays qui sont visés par les sanctions, ce n'est pas eux qui en souffrent, c'est plutôt les populations à la base. Et je pense qu'en décidant de lever les sanctions qui étaient imposées au Niger, la CEDEAO est en train de comprendre aujourd'hui qu'il faut plutôt sauver les peuples et intégrer ce qui se passe dans ces pays-là. Qu'est-ce que ça peut changer dans la relation entre le Bénin et le Niger? Le chef de l'État, lors de sa conférence de presse, a réaffirmé sa disponibilité à collaborer avec les militaires au pouvoir. La réaction qui s'en est suivie, vous le savez bien. Aujourd'hui, est-ce que la levée des sanctions contre le Niger peut améliorer les relations entre le Bénin et le Niger? On l'espère bien, je pense qu'on l'espère. Vous avez vu que les relations, dans une certaine mesure, les positions se sont radicalisées entre le Bénin et le Niger, surtout avec le rappel du consul nigérien qui est intervenu même dans le courant de la semaine. Et je pense qu'aujourd'hui, on a intérêt à ramener la balle à terre. Moi, je veux compter sur le sens de sagesse des uns et des autres et pour pouvoir remettre la balle à terre, parce que le Bénin et le Niger partagent des relations de vieille date. Il y a une forte communauté nigérienne qui s'est établie au Bénin, et il y a également beaucoup de nos compatriotes qui sont de l'autre côté du Niger. Je pense qu'on a beaucoup à gagner en restant ensemble. Et aujourd'hui, il faut, comme le chef de l'État l'a dit, donner plus la priorité à la CEDEAO des peuples. Les peuples n'ont aucun problème. Les dirigeants peut-être ont de petits soucis entre eux. Les dirigeants qui vont passer, et laisser les peuples. Je pense que c'est cela l'essentiel, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc au-delà de ce que l'on veuille ne pas faire profil bas, l'on veuille marquer de coup à l'autre, je pense qu'aujourd'hui il faut tout laisser tomber les propos qui en son temps avaient dérangé. Et ce n'est pas une faiblesse de rétropédaler. Donc la CEDEAO a objectivement, après avoir évalué la situation, a estimé qu'il ne sert à rien de garder cette position assez rigide qui a créé plutôt beaucoup de problèmes à ces peuples-là, et qu'aujourd'hui il faut ramener la balle à terre. C'est une position à saluer, et on va espérer que ça va contribuer à l'ouverture des frontières et permettre au pays de collaborer comme avant. C'est vrai qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que du coup ça va se faire de façon aussi simple. Avec le temps quand même, on va espérer que les relations se normalisent pour que les deux pays vivent le brassage qu'il y avait entre eux et avant, n'est-ce pas, cette crise-là. Gabin Goubé, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci pour ces analyses. On se retrouve dans quelques semaines. Absolument, il n'y a pas de problème. Très bonne journée à vous. Pareil. Mesdames et messieurs, voici à présent Instant Artiste de la semaine sur le plateau du Grand Format. L'amour de Dieu est incommensurable. Christo atondi mbai mbape na matondo moi Ndola we tombi mene atondi mba Christo atondi mbai
la pena matondo moi Ndula we tombindi mene atondimba Enae, enae, enae atondimba Enae, 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 enae atondimba Je n'arriverai jamais à expliquer cet amour L'amour de Dieu est si grand et merveilleux Je n'arriverai jamais à expliquer cet amour L'amour de Dieu est si grand et merveilleux Enae, 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 atondema Amambu yamba ndenzi etomba na mbendene Son amour me relève chaque fois que je tombe Il n'y a pas de grand amour que l'amour de Dieu. Amambu yamba ndenzi etomba na bendene. Ndolao etombe ndimene. Son amour me relève chaque fois que je tombe. Enae, 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 atondema. Enae, 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 atondema. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour me sauver. Celui qui accepta le châtiment qui m'attendait. Si j'avais toutes les richesses de ce monde, pourrait-elle me sauver du feu de l'enfer? Les maisons, les voitures, enaye, atondimba. Il y a la vie en Jésus, il y a la joie en Jésus, il y a la paix, le bonheur en Jésus, il y a l'espoir, l'assurance en Jésus. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour me sauver. Celui qui accepta le châtiment qui m'attendait. Si j'avais toutes les richesses, le pouvoir, un mari et même des enfants, les comptes bancaires, pourraient-elles me sauver du feu de l'enfer? Non, 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 enaye, atondimba. En Jésus, il y a la paix, le bonheur en Jésus, il y a l'espoir, l'assurance en Jésus. Azamboa, tu es bon, mon Jésus, tu es bon. Azamboa, tu es bon. Yesoué, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Comme je vous l'avais annoncé, le plateau du grand format reçoit ce dimanche deux artistes camerounaises qui sont déjà installés sur le plateau du grand format. MT Ngo-Oa, bonjour. Bonjour. Alima, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Vous êtes toutes deux camerounaises et c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On va commencer avec MT Ngo-Oa. Vous êtes né d'un père enseignant et musicien, ce qui vous a permis de commencer à apprendre à l'âge de 5 ans, c'est bien précis, le solfège. Alors, comment ça s'est passé? Bon, à partir de 5 ans déjà, oui. Mon papa avait constaté que j'aimais bien la musique et c'était un enseignant. C'était devenu un cours de plus pour moi. Quand je revenais de l'école, c'est ça
qu'on faisait des exercices de solfège, de ré, mi, fa, sol, tout ça. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Et après ces moments passés dans votre pays au Cameroun, vous avez décidé de venir à Cotonou depuis 2011. Oui. Pourquoi cette décision? Pourquoi avez-vous décidé de venir à Cotonou au Bénin? Bon, ce n'était pas d'abord décidé, mais quand je suis arrivée au Bénin, j'ai aimé le Bénin. C'était juste une visite, un passage? Oui. J'étais de passage. Oui. Et puis j'ai aimé le Bénin, je suis restée. Et qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a retenu ici? Le Bénin, c'est un pays calme, un pays accueillant. Et puis, c'est un pays simple. La vie est vraiment simple, c'est pas compliqué. Voilà. D'accord. Alima, bienvenue à Cotonou. C'est pour la première fois que vous venez à Cotonou? Oui, c'est la première fois. Merci de m'accueillir dans votre station. Voilà, merci beaucoup. Alors, comment est-ce que vous avez fait la découverte de la ville de Cotonou? En tout cas, Cotonou est une belle ville, sauf qu'il fait très chaud plus qu'à Douala. Et voilà, j'ai été bien reçu. L'accueil a été chaleureux et puis je remercie tous ceux qui sont à Cotonou. Voilà, ceux qui sont venus à pour m'accueillir et puis qui m'ont encadré jusqu'à ce jour. D'accord. Et voilà. Je précise que vous êtes là dans le cadre donc de, on va dire, la dédicace du deuxième album de votre compatriote, votre sœur. On va en parler dans les détails. Alors, ici, vous avez fait la rencontre d'une compatriote qu'on appelle Queen Etene, qui a été pratiquement une école pour vous en matière de musique. Dites-nous comment est-ce que vous l'avez connue? Je l'ai connue. Un jour, on s'est retrouvés quelque part. Et puis on me l'a présentée, on m'a dit que c'est ma compatriote. Je la connaissais déjà dans le milieu musical camerounais parce qu'elle est une icône de la musique camerounaise. Et je la connaissais par rapport au vocal parce qu'elle forme vraiment un vocal. Je suis allée vers elle, je lui ai dit que j'ai des problèmes vocaux et puis elle m'a dit qu'elle est là pour ça, elle pouvait me conduire. On a commencé la formation et c'était comme ça. J'allais chez elle tous les 14 heures et puis je revenais à 20 heures. Et un jour, elle m'a demandé, on a organisé un concours de vocalistes et ça s'est passé au CCF. Et puis bon, j'ai participé. Elle m'a vraiment soutenue, elle m'a conduit. D'accord. Et une autre personne qui vous est chère ici, c'est bien Pablo qui vous a orienté et même vous a encouragé à faire du makossa. C'est un bon choix pour vous en son temps? Oui, j'ai connu Pablo à travers son frère et il m'a dit qu'il a un frère musicien. Un jour, on est allé dans son cabaret et il m'a donné le micro, j'ai interprété un makossa. Et quand on ressort, il me dit, est-ce que tu as vu la réaction? Parce que les Béninois aiment bien le makossa. Si tu fais de la musique au Bénin sans makossa, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, je suis rentrée dans le makossa. Et avec Ena, et ça a pris. D'accord. Alima est également, en dehors de sa casquette de promotrice donc de la culture camerounaise, elle est également chanteuse. À son actif, il y a plusieurs singles. On va revenir sur un morceau dans un instant. Mais avant, Alima, pour vous, comment est-ce que vous arrivez à faire la promotion de la culture camerounaise à travers la chanson? Voilà, à travers la chanson, j'essaye de parler de tous les faits, tous les faits de société. J'essaye aussi de calmer, de calmer certaines tensions. Oui. Et puis, je chante aussi pour le vivre ensemble. Mais j'ai commencé quand même avec le gospel pour remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour moi. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que je fais. D'accord. Justement, pourquoi est-ce que vous avez, au Cameroun, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs styles musicaux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire du gospel? Est-ce que vous avez un lien particulier avec le Christ? En fait, je suis née des parents musulmans. Et puis l'amour m'a fait épouser un chrétien. Donc pour ne pas faire cette faute du Coran, j'ai préféré
aller directement dans le christianisme. Et lorsque je suis allé là-bas, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. C'est tout simplement ça. Et en dehors du gospel, je fais autre musique. Je fais le folklore, je fais de la salsa, vous voyez. Donc voilà, mais j'ai commencé plutôt par du gospel pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Voilà. Après la rencontre avec Pablo, vous avez signé avec votre tout premier album, c'est Révélation. Hein? Révélation, grâce au soutien du pasteur Alfred Dagba. Oui. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté justement à la réalisation, à la conception donc de cet album pour vous? Alfred Dagba, le pasteur Alfred Dagba, c'est quelqu'un il a grandi au Cameroun, donc il connaît bien les sons camerounais et c'est un grand arrangeur. J'ai pris le Makossa, j'ai fait le tour de certains studios, ça n'a pas donné du Makossa. Donc quand j'arrive chez Dagba, j'ai déposé, c'est lui qui détenait le secret du Makossa. Il m'a sorti le vrai. Et c'est là que j'ai compris que il m'a expliqué qu'il a grandi au Cameroun. Il a fait toutes ses études parce qu'à l'époque, son papa était, je crois, ambassadeur au Cameroun. Est-ce que c'est parce que vous avez commencé vos premiers pas en musique, dans la chorale, dans les églises, que vous avez préféré faire du gospel 100%? Oui, comme je disais, quand mon papa m'a appris à lire du solfège, il m'a amené dans toutes les chorales. Donc j'ai commencé par la chorale dans les églises. Et puis bon, quand j'arrive au Bénin, j'ai trouvé une certaine... l'évangile du salut. Donc, j'ai compris plus profondément la parole de Dieu. Et puis, j'ai voulu remercier le Seigneur à travers cet album. Et puis, vous avez dit, il m'a aimé. Il m'a aimé, c'est l'un des titres donc, que vous avez signé. On va suivre une petite séquence du morceau « Il m'a aimé » et on revient sur ce plateau. Il m'a aimé, il m'a sanctifié, il m'a justifié, son nom c'est Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Il m'a aimé, il m'a sanctifié, il m'a justifié, son nom c'est Jésus. Yahweh Panga, il m'a aimé, il m'a sanctifié. Jésus, les gens peuvent m'humilier, me rejeter. Celui qui m'a sauvé ne m'abandonne jamais. Il voit de majesté, cette séquence du morceau Il m'a aimé. Alors, il m'a aimé, c'est Jésus qui vous a aimé. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Comme je disais tantôt, j'ai connu l'évangile du salut, l'évangile qui sauve l'âme. Parce que généralement, quand nous allons vers Dieu, on parle des choses terrestres. Nous parlons toujours, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné cela. Comment Dieu sauve pour que, après cette vie sur terre, on se retrouve auprès de lui. C'est cette parole que j'ai compris en fait. J'ai compris que c'est ça le véritable amour de Dieu. Donc, est-ce que vous avez connu également des miracles comme oui. Lesquels, par exemple beaucoup, dans tout mon parcours, c'est justement un miracle. Miracle sur miracle. D'accord. Après l'album Révélation, vous avez observé une pause. Une pause, on va dire, musicale. Elle était due à quoi? En dehors de la musique, je fais aussi dans le cosmétique. Donc ça m'a pris du temps. Je n'ai pas trouvé assez de temps pour me concentrer dans la musique. Et c'est tout récemment que quand Molo Molo est arrivé, je me suis dit, bon, quand j'ai déposé Molo Molo sur le marché, ça a pris un peu partout. J'ai dit, je peux encore Et c'est après que vous avez rencontré le docteur Kélef, qui est également passé par ici. Avec son soutien, vous avez sorti le deuxième album, justement, Molo Molo.
Hier, vous avez fait la dédicace. On va parler, on va voir comment ça s'est passé. Mais quelle est la touche que le docteur Kilef a apporté à cet album? J'ai aussi connu Kilef à travers le pasteur Daba parce que c'est lui qui me fait des vidéos, que vous voyez. Mais après, bon, j'étais avec Kilef, on parlait d'un projet que subitement Molo Molo est venu. Il m'a encouragé, il m'a demandé, mais ça sonne bien, viens au studio, on va essayer d'enregistrer, on va voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment lui qui m'a encouragé pour cet album. D'accord. Alima, vous êtes, on le disait, à Cotonou pour soutenir votre compatriote hier à la dédicace de son deuxième album. Alors, que représente-t-elle pour vous? Déjà, ici à Cotonou, elle représente d'abord celle-là qui est Bamoun, parce que nous sommes Bamoun, nous sommes de la région de l'Ouest Cameroun. Donc, vous savez, chez nous, on dit souvent Mungboumria, donc il faut toujours soutenir. Donc, voilà, elle représente pour moi déjà une artiste qui vend la culture Bamoun, la culture camerounaise hors du territoire. Donc voilà pourquoi je suis venue. Lorsqu'elle m'a dit je vais dédicacer mon album, est-ce que tu peux être la grande soeur? Je lui ai dit il n'y a pas de souci. Donc voilà pourquoi je suis venue, parce qu'en même temps nous vendons ensemble cette culture. Voilà. D'accord. Et quand on a sa soeur, sa compatriote à ses côtés, à un tel événement comme celui d'hier, qu'est-ce que ça fait? Ça fait vraiment chaud au cœur parce que, en fait, nous sommes descendants d'un royaume, comme le royaume d'Abomey, le royaume de Bamoun. En fait, donc nous sommes d'une même famille, d'une même descendance. Ce qui fait que, bon, à chaque fois qu'une soeur ou un frère quelque part, c'est dans notre sang. On se lève pour soutenir. Donc, quand j'ai vu la solidarité en fait, quand j'ai vu ma soeur descendre, elle est descendue mardi. Elle m'a donné vraiment du courage, elle m'a soutenue, elle m'a donné des idées parce qu'elle est dans le milieu du showbiz avant moi. Voilà. Alors, la dédicace hier, comment ça s'est passé? Est-ce que Alima a chauffé la scène hier? Comment ça s'est passé? Ah oui, elle a vraiment chauffé. Elle a vraiment chauffé. Alima, comment, qu'est-ce qui s'est passé là? Hier, c'était un public merveilleux parce que je ne m'y attendais pas. Donc, j'ai dégagé comme il le faut. Donc, je suis rentré déjà dans ma culture. Et comme mes frères et sœurs Bamoun sont ici, ils étaient tellement émus. Vous voyez, quand vous êtes un peu loin du pays et qu'on vient vous faire du folklore Bamoun, vous voyez un peu. Donc, ils étaient très émus et aussi, des Béninois étaient là, des Camerounais, des Béninois, oui, des Camerounais, des Sénégalais, des Africains en général. Donc, j'ai trouvé ça très merveilleux. Voilà, et puis là, je vous présente, vous le voyez habillé comme ça, ça c'est la tenue de notre tribu, si vous voulez, on appelle ça l'untière. Bon, nous ne pouvons passer sans ça parce que quand vous passez, c'est notre identité. Voilà, c'est pour ça que vous nous voyez habillés comme ça. Voilà. Et puis c'est très joli. Merci beaucoup. Joli également. Alors, hier, à la dédicace, qu'est-ce que vous avez fait? Vraiment, j'étais tellement émue par le public au point où le feeling était là. Oui, et l'inspiration. J'étais aussi accompagnée de beaucoup d'artistes. Qui sont venus vous soutenir. Oui, Dr Kilef était là aussi. Et Anandel, le petit Anandel, qui vous le connaissez bien. Il y avait Nak Love, il y avait aussi Don Michidor et le pasteur Davo. D'accord. Molo Molo, c'est un album riche de 10 titres, 100% gospel. Globalement, quel est le message donc, que vous passez à travers Molo Molo? Il y a 2 messages dans Molo Molo. Donc, je sensibilise les jeunes. Parce qu'actuellement, il y a tellement de choses qui se passent. L'Internet est là. Les jeunes veulent aller plus vite. Donc, Molo Molo, en fait, veut dire d'aller doucement. D'aller étape par étape. Voilà, vous avez... D'aller doucement. Oui. D'accord. Alima, je le disais, vous êtes également artiste, chanteuse.
Alors, la promotion donc, de la culture camerounaise, d'abord la culture camerounaise, de quoi est-elle constituée? La culture Elle a beaucoup diversifié. Elle est diversifiée parce que chez nous, nous avons les nordistes qui font le rythme, ceux du sud, ceux de l'ouest et les Sawa aussi qui sont dans le littoral. Donc moi, je suis plutôt dans le Noun. Dans le Noun, donc c'est du folklore. Mais cela n'empêche que je fasse aussi des chansons qui attirent aussi les non-bamous, vous voyez un peu. Donc surtout pour donner des conseils, comme je suis unique. Tout simplement pour dire je suis unique, il n'y a personne qui peut être comme moi. Je ne peux pas être vous, vous ne pouvez pas être moi. Donc ce que Dieu m'a donné, il faut que je reste avec, que je ne sois pas peut-être jaloux de vous. Parce qu'il y a des gens, quand ils ne peuvent pas t'atteindre, ils préfèrent te faire du mal. Donc je demande à tous d'être uniques à leur genre, comme Dieu les a créés, et puis ne pas trop regarder à gauche ou à droite. Hein. Voilà. Et puis, merci, papa. C'est l'un donc de vos singles, on va dire, préférés. On va marquer une coup de pause et sur un petit extrait du morceau, on revient sur ce plateau. La commission Zambé Nangai. Ma vie a changé depuis que je te l'ai donné. Me remplis de ta bonté, mon Dieu. Je te dis merci, papa Nangai. De la souffrance, tu m'as délivré, j'ai voulu la paix, je l'ai eu. L'amour, le pardon et le salut, j'en suis comblé. Ma vie a changé depuis que je te l'ai donné. Merci papa, morceau signé Alima, l'une de nos artistes sur le plateau de grand format en ce moment. Alors pourquoi le merci à papa? Je vous ai dit tantôt que le gospel c'est pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Je vais vous dire, avant d'arriver ici à Cotonou, j'ai placé le problème de MT sur la table. Oui. J'ai dit Seigneur, si tu veux que j'aille au Bénin, alors conduis-moi. Si tu ne veux pas, zéro, ne le fais pas. C'est un programme qu'on a commencé, je crois, depuis un an, donc c'est toujours renvoyé. Donc le Seigneur n'avait pas accepté, mais comme le temps est arrivé, voilà, je suis au Cotonou. Donc c'est pour dire que chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je place d'abord devant le Seigneur. Et c'est lui qui donne le OK. Donc voilà pourquoi merci papa. D'accord. On va parler maintenant de vos projets. Il y a Molo Molo qui est en promotion en ce moment. En dehors de Molo Molo, est-ce que vous envisagez encore quelque chose ou bien on va finir d'abord la promotion? Je vais d'abord finir avec la promotion de Molo Molo parce que faire des sons sans... Vous voulez travailler, hein, on va le rappeler, vous voulez travailler sur les rythmes traditionnels de votre village, tout ça, ça fait partie de vos projets. Comment vous vous organisez déjà pour ça? Avec l'aide de ma soeur, même si elle n'est pas à Cotonou, on est en train de travailler. On espère qu'elle va rester comme vous. Hein. On est en train de travailler ensemble sur le rythme Bamoun parce qu'à l'époque, c'est un rythme qui n'était pas connu même au niveau du Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est en train de prendre de l'ampleur. Si vous allez même sur YouTube, vous tapez le Kbalem, le Mandou, le Soro, le Ngeri. On a diversité. C'est en train de prendre. Au niveau même international, le Kbalem est déjà au niveau international. Parce que, vous savez, ici en Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a Abidjan. Quand quelque chose prend Abidjan, ça prend un peu partout. Voilà. C'est le rythme, je vais ajouter, c'est le rythme le plus dansé en Afrique actuellement. Et je dirais même dans le monde. Hein. Ouais. Nous avons un artiste qui s'appelle comment il s'appelle? Fadil le Sorcier qui pulvérise ça dans tout le monde entier. Donc nous sommes fiers d'être Bamoun et puis voilà quoi. Et vous allez vos projets très rapidement. Bon, maintenant je prépare la promotion de mon nouveau single qui est le Ndanje. Donc c'est un rythme de chez nous, la danse des princes Bamoun. Donc je suis en train de préparer son vidéogramme. Et après ça, je dois me déplacer comme d'habitude, détourner aux États-Unis, en Europe. Voilà, pour le moment, voilà ce qui est prévu.
D'accord. On va finir. Je ne sais pas quel est le titre qu'on va reprendre parce qu'on est dimanche. On va chanter un peu de gospel. Est-ce que vous nous proposez voilà, on y va rapidement. Et puis on va revenir à Alima également qui va nous redonner quelque chose. On va aller rapidement avec vous. Christo atondimbaye. Je parle. Oui, allez-y. Christo atondimbaye mapena matondo moi. Ndola we tombindi mene atondimba. Christo atondimbaye mapena matondo moi. Ndola we tombindi mene atondimba. Enae atondimba. Ça veut dire Christ même. D'accord. Alima, on peut faire quelque chose? Ouais. Ma vie a changé depuis que je te l'ai donné. Me remplis de ta bonté, mon Dieu. Je te dis merci, Papa Nangai. De la souffrance, tu m'as délivré, tu m'as délivré et maintenant je suis très contente. Merci. MT Ngoa, donc en direct sur le plateau du grand format, accompagné de sa sœur et compatriote Alima, également artiste, chanteuse, toutes deux camerounaises qui nous ont fait plaisir d'être avec nous sur le plateau du grand format. C'était nos artistes de la semaine. Merci d'être passé par ici. Très bonne chance à vous. Merci. Et Alima, bon retour. Merci beaucoup et puis salut à tous les fils de Charienne et à tous ceux qui me suivent au Cameroun actuellement parce que j'ai partagé les liens. D'accord. Alors, je suis à Canal 3. Je vous aime, je vous adore et surtout Alima vôtre. Merci. D'accord, Alima. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 25 février 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Yaoundé, la capitale camerounaise. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.